Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Bonjour. Bonjour DA Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et le week-end? Un week-end tranquille. J'ai profité. Je suis tombé sur une chaîne qui diffuse en français les matchs de NFL aux États-Unis. J'adore le football américain. Donc samedi. Ils diffusent ça en français? Oui. Apparemment, il y a des chaînes françaises qui diffusent. Tu es tombé ça où? Sur IPTV. Ah d'accord, ok. Ça m'étonner. Voilà. Donc, mais je suis tombé là-dessus et puis bon, voilà, comme j'aime beaucoup le Est-ce football. que tu comprends le football américain? C'est un truc compliqué. Hein. Il y a plus de 200 joueurs. Chaque barrière a son coach. Ils ont des communications en direct. Ce que je ne connais pas, c'est les différentes combinaisons, des trucs comme ça. Mais sinon, en fait, il y a 3 équipes dans une équipe. Il y a ce qu'on appelle l'équipe d'attaque, l'équipe de défense et l'équipe qui joue la balle au pied. Donc, pendant une partie, il y a une équipe de l'attaque, c'est celle qui possède le ballon, qui est face à une équipe qui fait la défense. Et donc, l'objectif pour l'équipe d'attaque, c'est d'avoir des yards, c'est-à-dire prendre des yards, c'est-à-dire avancer sur le terrain. C'est comme si on disait ils grappillaient des parties du terrain jusqu'à arriver dans la zone dite de but pour faire le touchdown. Et ils ont 4 tentatives pour le faire, pour arriver le plus vite possible jusque là-bas. Et donc l'équipe de défense est là pour empêcher à ce que l'équipe d'attaque puisse avancer jusqu'à la ligne de but. Et ils sont aussi là pour essayer d'intercepter, pour essayer de gagner la possession de balle. Une fois mais ça, c'est ce que tous les sportifs font, ce que tu expliques là. Oui, mais c'est ça les règles. Maintenant, ce qui est beaucoup plus technique, comment ils font les combinaisons. Ils ont un cahier. Voilà, ils ont un cahier de combinaisons. Chacun a un cahier de combinaisons. Il y a au moins 500 cahiers. Et c'est le quarterback qui est là pour faire appliquer ces différentes combinaisons-là. Ils ont des communications en direct. Oui, c'est-à-dire que dans le football américain, vous avez l'entraîneur principal qui parle avec des joueurs. Non, il parle avec les joueurs et il parle aussi avec ses adjoints qui sont dans les tribunes. Parce qu'eux, ils ont une vue d'ensemble. Une vue panoramique. Panoramique du stade. Et donc, ce sont toutes ces combinaisons-là entre le quarterback et l'entraîneur et ses adjoints. Donc, c'est tous qui réfléchissent à la fois pour trouver les bonnes combinaisons pour attaquer, et en face on fait la même chose pour trouver les bonnes combinaisons. Mais je pense qu'en décembre la Netflix va diffuser en direct un match de NFL. Ah bon? Oui, comme ils ont fait le direct du match du combat, du gala de boxe où Mike Tyson a affronté le YouTuber. Ah d'accord. Je pense que les plateformes digitales là commencent à acheter des droits de retransmission des événements en direct. Et puis c'est tout bénéf pour la NFL parce que le football américain, en dehors des États-Unis, est très très peu pratiqué dans d'autres pays. Vous avez des pays qui ont une très forte proximité culturelle, par exemple avec les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud. Ce sont des pays où on pratique aussi la plupart des sports qu'on a aux États-Unis, le baseball, etc. On pratique ça dans ces pays-là. Mais pour le reste de la planète, on regarde ça d'assez loin. Donc moi, c'était surtout ça. Et dimanche, j'ai regardé les 2 matchs qui m'intéressaient. Le match du Real face à les Ganes. Ben oui, on a gagné 2-0. Mais c'est une fausse équipe. Mais non, il n'y a pas de fausse équipe dans les championnats. Il n'y a pas de petite équipe. Il n'y a pas de petite équipe parce que des fois, ce sont ces petites équipes-là qui vous embêtent. Parce que si vous venez avec le sentiment de dire que c'est une petite équipe et puis eux, ils se disent que c'est une grande équipe en face, mais en tout cas, on ne va pas leur faciliter la tâche. C'est là où souvent on a des surprises. Et puis, il y avait l'autre match, Liverpool-Manchester City. Bon, ça n'a fait que confirmer. Mbappé est sorti de sa crise. Tu as trouvé comment Mbappé dans le match? Non, tu sens quelqu'un qui est combatif. Il fait preuve de résilience. Il a marqué un but hier, même s'il en a raté 2 autres, à mon avis. Bon, mais c'est au moins bien qu'il ait retrouvé le chemin du but. Maintenant, il faudrait qu'il retrouve aussi le chemin du but dans le cadre d'un match de la Ligue des Champions pour véritablement essayer de montrer que la crise est derrière lui. Voilà. Et puis j'ai regardé le match de Liverpool contre City, c'était incroyable. Je n'ai pas reconnu City. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, City, c'est pas bon en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le discours de Guardiola ne passe plus? Est-ce qu'il y a une espèce de lassitude des joueurs sur le... Est-ce que les gens, ils ne sont pas fatigués de voir Guardiola? Non, ils ne sont pas fatigués. Il y a un footballeur qui disait ça, qu'avant on voyait Guardiola, waouh, Guardiola, aujourd'hui tu vois Guardiola, ouf.
Non, salut Guardiola, on dit quoi? Non, je pense qu'en dépit du fait que c'est un grand entraîneur, ça c'est... Mais il semblerait que... Moi, je pense qu'il y a une question d'adaptation de la part des autres entraîneurs. Vous savez, quand vous mettez un style de jeu qui semble... vous réussir face à n'importe quelle équipe au monde, face à n'importe quelle compétition, eh ben, vous avez très peu de chances de changer. Je crois que Guardiola, quand on regarde sa manière de coacher, il a toujours gardé la même manière de coacher depuis Barcelone. Et il ne peut pas s'en passer parce que ça marche. Donc on ne peut pas lui reprocher d'employer un style qui fonctionne. Or, malheureusement, mais moi je pense que les joueurs sont usés. Parce que si vous regardez les 5 dernières années, tout ce que Manchester City a gagné comme trophée, je pense que les joueurs sont usés. Il faut soit changer d'entraîneur pour amener un autre discours, une autre dynamique, soit que l'entraîneur change totalement son discours pour essayer de les remobiliser. Bon, pour l'instant, il a signé la prolongation de son contrat. Donc, il est peu probable qu'on puisse le changer aussi, parce que c'est Guardiola et vu tout ce qu'il a remporté avec City. Je ne pense pas qu'on puisse le changer, mais je crois qu'il va devoir se remettre en cause dans le discours, dans la manière de gérer le vestiaire, le mental de ses joueurs, pour essayer de les remobiliser. D'accord. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va aux États-Unis, où, comme on dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et nous allons revenir sur une promesse qui avait été faite en 2020 par Joe Biden, celui de ne pas utiliser son pouvoir présidentiel à des fins personnelles. Ici, il s'agit évidemment de sa décision qu'il a prise hier, 1er décembre. Il a signé un décret dans lequel il a tout simplement gracié son fils. Il faut rappeler que son fils, Hunter Biden, était poursuivi pour 2 crimes fédéraux. Il y avait un crime pour lequel il devait être condamné le 16 décembre prochain, qui concerne des accusations de fraude fiscale fédérale, pour lesquelles il avait plaidé justement coupable en septembre, concernant évidemment une fraude de plus de 1,4 milliard de dollars américains d'impôts qu'il n'avait pas payés. Et le deuxième crime fédéral pour lequel il avait également été reconnu coupable en juin dernier, c'était le fait d'avoir acheté une arme à feu en 2018 alors qu'il était accro au crack. Cette condamnation devait entrer en vigueur le 12 décembre prochain. Donc, pour ces deux condamnations, Joe Biden, qui doit quitter la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, avait donc décidé, avant que son fils ne soit formellement condamné, de tout simplement le gracier de ces 2 crimes fédéraux. Alors, pourquoi il les gracie et en a-t-il la capacité? Oui, parce que ce sont des crimes fédéraux. Si ce n'était pas le cas, il faut savoir que le président américain ne peut gracier que des crimes fédéraux ou des crimes qui ont eu lieu dans le district de Columbia. Et en dehors de cette zone-là, de ces prérogatives-là, il ne peut pas gracier un individu. C'est la raison pour laquelle tous les crimes qui ne sont pas des crimes fédéraux entrent sous le coupe des gouverneurs des États dans lesquels ils ont été commis. Ce sont eux qui ont la capacité de les gracier, à l'exception de 3 États, le Connecticut, l'Utah, et un troisième qui me reviendra à l'esprit plus tard. Il y a 3 États dans lesquels le gouvernement n'a pas le droit, n'a pas la capacité de gracier. C'est une commission spéciale qui est désignée et c'est elle qui a seule la capacité de gracier. Pour les autres États, le gouverneur peut gracier sur recommandation de cette commission-là. Donc, bref, pour ce qui concerne Joe Biden, il a donc décidé de revenir sur sa promesse de campagne, de ne pas utiliser le pouvoir exécutif pour gracier son fils. Et comme explication, il estime que son fils a été poursuivi tout simplement parce que c'était son fils et que la manière dont la justice s'est acharnée sur lui n'avait que pour autre objectif que de l'affaiblir lui. Donc pour lui, selon Joe Biden, la justice américaine a été injuste vis-à-vis de son fils parce que justement c'est le fils de Joe Biden, le président des États-Unis en exercice. Il est sérieux quand il dit ça. Et c'est ça, c'est son opinion. Il est très sérieux, c'est son opinion. Il faut savoir que Joe Biden a été le premier président de toute l'histoire des États-Unis dont le fils a été condamné pendant que son père est encore au pouvoir. Donc déjà ça constituait une première, même si les tentatives d'impeachment en passant par son fils, ont toutes été vouées à l'échec. N'empêche que
ça constituait l'espèce de talon d'Achille de Joe Biden. Et tout au long de la petite période disons, de 1 an et demi, durant laquelle il était en pré-campagne, à chaque fois, il était attaqué par les républicains sur l'affaire Hunter Biden. Il avait 2 gros problèmes au cours de sa campagne, même si Hunter Biden n'est pas la principale raison qui l'ait fait renoncer à continuer la campagne. La principale raison, c'était son âge avancé, ses capacités cognitives et physiques qui étaient remises en cause. On l'avait vu lors du débat télévisé avec Donald Trump, qui avait été catastrophique. C'est ça la principale raison pour laquelle il a renoncé à poursuivre la campagne. Mais n'empêche que si il aurait quand même continué à poursuivre la campagne, eh ben, les républicains n'auraient cessé de s'acharner, de continuer à s'acharner sur Hunter Biden pour essayer de faire plier Joe Biden. Parce que pour les républicains, tout ce que Hunter Biden faisait, notamment dans d'autres affaires, notamment plus graves, mais pour lesquelles on n'a jamais apporté le moindre lien selon lequel Joe Biden aurait été informé des agissements de son fils, ça concerne notamment la période où il était membre du conseil d'administration de Burisma, une entreprise ukrainienne qui était chargée de gérer un pipeline par lequel transitait le gaz qui venait d'Allemagne. Et donc, il semblerait qu'il aurait touché des royalties énormes pour d'abord siéger au conseil d'administration de cette entreprise sur aucune base, puisqu'il semblerait qu'il n'avait pas de part dans cette entreprise. Mais comment a-t-il fait pour se retrouver au conseil d'administration, de toucher des dividendes en tant qu'administrateur, en tant qu'actionnaire de cette entreprise? Est-ce qu'il y avait été placé parce qu'il était à l'époque le fils du vice-président de Barack Obama? Joe Biden était vice-président de Barack Obama, ou bien, et donc par conséquent, est-ce que Joe Biden était concerné? Cette affaire-là, évidemment, on n'a jamais pu montrer de manière indiscutable que Joe Biden aurait bénéficié d'une quelconque manière des dividendes dont son fils aurait bénéficié durant la période où il était au conseil d'administration de Burisma. Et donc les républicains se sont retournés vers, évidemment, le fait que Joe Biden ait été commis ces 2 crimes fédéraux-là, avec bien d'autres crimes pour lesquels, évidemment, on a estimé que c'était des crimes de droit commun et que, véritablement, il ne voulait pas s'appuyer sur ça pour essayer de faire tomber Hunter Biden. Il y a le fait qu'il avait des relations avec des prostituées, le fait et bien d'autres affaires, notamment dont on avait tiré les preuves sur son fameux ordinateur portable qui avait été retrouvé par hasard par un réparateur chez lequel il avait totalement oublié cet ordinateur. Et bref, donc ça aussi c'est une autre histoire. Donc c'est pour dire que on a beau être le président des États-Unis, on a beau être le chef de ce qu'on appelle le chef des pays libres, le pays où on respecte l'état de droit, ça n'empêche pas que on est un être humain et que si on estime que son propre sang est en danger, donc on revient aux mêmes pratiques que l'on reproche aux républiques bananières, c'est-à-dire qu'il y a une justice à 2 vitesses, parce que si Hunter Biden n'était pas le fils d'un président des États-Unis en exercice, s'il n'était pas le fils de cet homme politique-là au pouvoir immense qu'il a actuellement jusqu'au 20 janvier prochain, eh ben, il aurait été injusticiable comme n'importe lequel. Mais si la Constitution américaine lui donne le pouvoir de le faire. Oui, ça on ne peut rien y faire. Mais ce que je veux dire... Après, elle définit les crimes qu'on peut gracier. La Constitution, la loi définit. Je ne suis pas... On ne peut pas gracier n'importe qui. Je ne suis pas dans le terrain de la légalité, je suis dans le terrain de la moralité. Lorsque l'on veut, quand on est un homme d'État, ça veut donc dire qu'on doit être exemplaire. Exemplaire, mais l'exemplarité vient par la bonne moralité. Et la bonne moralité voudrait qu'on n'use pas de ces pouvoirs exceptionnels, ces pouvoirs personnels exceptionnels que vous confère la Constitution pour protéger tous les Américains et les utiliser dans vos propres intérêts. C'est-à-dire que vous empêchez vos propres enfants d'aller en prison. Mais c'est aussi un citoyen américain. C'est aussi un citoyen américain qui a commis un crime. Ça ne veut pas dire que... vous savez... Il n'a pas commis un crime, il n'a pas encore été condamné, hein. Oui, mais il a la présomption d'innocence. Non, il avait déjà plaidé coupable pour les 2 crimes. Ce qu'on attendait le 12 et le 16 décembre prochain, c'est justement quelle est la peine de justice. Voilà, quelle est la peine qui devrait être appliquée à lui. Maintenant, vu qu'il était gracié, on sait que le 12 et le 16 décembre, eh ben, ces peines-là vont être purement et simplement balayées d'un revers de la main. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que en janvier prochain, quand Donald Trump va arriver,
Donald Trump va faire toute une série de grâces. Ça, c'est déjà prévu. Il faut savoir qu'avec les événements du 20 janvier, où on avait pris le Capitole... C'était le 2 ou le 20 Le 2 non, janvier. Non, le 20, c'était le 2 janvier. Voilà, c'était le 2 janvier, merci. Où on avait vu des centaines, des dizaines, voire des centaines de partisans de Donald Trump envahir le Capitole. Avec l'homme bison. Voilà, tous ces gens-là ont été arrêtés. Hein. Ils sont en prison. On a rattrapé l'homme bison. Mais bien sûr, tous ont été arrêtés. Ils sont en prison aujourd'hui. Eh bien, certaines indiscrétions disent que Donald Trump pourrait les gracier lorsqu'il serait à la Maison-Blanche à partir du 20 janvier prochain. Donc, s'il peut, il fait. Ben, c'est lui. Ben, il aura le pouvoir de le faire. Donc, je crois que quand il va le faire, je trouve qu'il serait totalement hypocrite de la part des démocrates de crier sur Donald Trump en disant qu'il gracie des criminels et tout ça, puisque Joe Biden vient de gracier son profil qui est un criminel. Il a commis 2 crimes, des crimes fédéraux. C'est un criminel. Et donc, par conséquent, on voit bien que la question de la moralité en politique aux États-Unis ne s'oppose plus. On s'en sert comme une espèce de paravent comme ça là pour essayer de se donner une bonne posture morale, alors qu'on sait que comme que ce soit du côté républicain ou du côté démocrate, eh ben, on est prêt à marcher sur ces promesses de campagne, on est prêt à renier ce que l'on a été ou l'image que l'on a toujours voulu projeter de soi-même en tant que personne de bonne moralité, lorsqu'il s'agit de préserver ses propres intérêts. Maintenant, la troisième chose que je voulais dire concernant la grâce, il faut savoir que bien que la Constitution américaine en 1866 ait fixé les critères pour l'application de la grâce, rien n'a été dit sur l'autogrâce, enfin, on peut dire la capacité pour le président de se gracier lui-même. Il faut savoir que Richard Nixon avait tenté de le faire. Après le Watergate. Oui, pour éviter l'impeachment, mais c'est la Cour suprême qui avait bloqué. La même chose pour Bill Clinton aussi, qui avait tenté, après l'affaire Monica Lewinsky, de se gracier pour éviter l'impeachment. Ça aussi, la Cour suprême l'avait bloqué. Et les gars là, ils sont pas sérieux, ces gars. Mais bien sûr. Donc, parce que, évidemment, en fait, il faut comprendre que les juristes aux États-Unis ne s'accordent pas sur les limites ou l'applicabilité de l'autogrâcie, la capacité pour le président de s'autogracier. Voilà. Donc ça, évidemment, ça fait qu'aujourd'hui, comme les juristes ne s'entendent pas, eh ben, la Cour suprême aussi a tendance à bloquer une telle procédure. C'est ce qui fait que sinon, Donald Trump pourrait une fois arriver à la Maison-Blanche. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas des crimes fédéraux, il va bénéficier bien évidemment de l'immunité. Et puis la deuxième chose, c'est que comme il a placé beaucoup de gouverneurs, ces autres crimes-là, il va être gracié, il va demander aux gouverneurs des États concernés, ou bien il va soutenir, parce qu'il faut savoir qu'à l'élection de mi-mandat, on va aussi renouveler un certain nombre de gouverneurs. Je pense que le gouverneur de l'État de New York aura du souci à se faire parce que c'est un démocrate, et donc Donald Trump va tout faire pour le faire tomber, pour le dégager pour qu'il y ait un gouverneur républicain qui est là et qui va peut-être le gracier. Et puis il faut savoir qu'il a déjà dit que la procureure fédérale de l'État de New York, celle qu'il avait poursuivie pour une affaire de fraude fiscale à New York, eh ben, il a déjà dit qu'elle sera virée une fois qu'il prend ses fonctions. elle va être virée. Donc, c'est pour dire vraiment que, grosso modo, c'est pour dire que aux États-Unis, comme dans nos républiques dites bananières, parce que c'est souvent le reproche qu'on fait. Non, c'est une façon de parler. Je dis bananière entre guillemets. Non, je dis oui, le parallèle que tu veux faire là, ça ne tient pas. Non. Ici, on ne passe même pas par une procédure. Ce que je veux dire. Une procédure est dictée par la Constitution. Non, ce que je veux dire. Avec les émotions, tu appelles. C'est exactement ce que Joe Biden vient de faire. Il a agi par émotion. La procédure est passée. C'est une procédure constitutionnelle. Je suis d'accord. Après, c'est vrai, c'est son fils. Mais tout est encadré par la loi. Merci. Dans nos républiques dites bananières, rien n'est encadré. Donc, les gars, ils font comme ils veulent. Ce qui veut dire, on va mieux encadrer en tenant compte des intérêts de ceux qui vont nous diriger. Et puis, à chaque fois, on va passer dans la légalité. Oui, même si d'un point de vue moral, même si d'un point de vue moral, la moralité, ça évolue d'un espace à un autre. Oui, je suis d'accord. Voilà. Mais c'est la base. Parce que c'est la moralité
qui fixe les règles qui vont permettre maintenant on va arriver dans l'éthique, la déontologie, machin, etc. Il y a la moralité politique, il y a la moralité religieuse, il y a la moralité traditionnelle. Mais c'est la moralité. En politique, ça passe. Encore qu'en politique, il n'y a pas de moralité. Mais surtout que dans un pays où la religion, pas l'Église, la religion a un rôle primordial. On le voit aux États-Unis où la foi est chaque fois mise en avant. C'est quand même assez stupéfiant quand on voit de telles pratiques. Bref. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, le plus de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.